Donc, merci à tous d'être venus. Donc, faire un petit talk sur le thème de l'évasion EDR. Donc, mon but ici, ça va être d'essayer de vous faire comprendre en fait comment les EDR marchent pour mieux les contourner. Pour ça, je vais séparer ça en 4 parties différentes. Donc, je vais présenter un peu d'abord de quoi on parle. Donc, qu'est-ce qu'un EDR, les différents composants qu'il a. Et faire quelques rappels sur des prérequis sur l'architecture Windows. Parce que je vais me focus ici sur la partie EDR Windows. Donc ce sera des prérequis qui seront nécessaires pour comprendre les parties 3 et 4 sur lesquelles je vais expliquer comment les EDR utilisent du hooking d'API pour pouvoir obtenir de la télémétrie, pour faire de la détection. Et je vais faire un petit focus sur les techniques de syscall direct et indirect, du coup, qui sont une des techniques qui permettent de bypasser ce genre de sonde, ce genre de détection. Donc pour la première partie, la chose la plus importante, on va dire, dans l'EDR, la chose centrale dans l'EDR, ça va être l'agent. Donc c'est une application du coup qui contrôle et consomme donc les données brutes qui proviennent de sondes. Le but, en fait, ça va être d'analyser toutes ces données brutes pour déterminer si un événement ou une série d'événements est suspecte ou non. Il va envoyer donc toutes ces données à un serveur central et aussi leurs analyses. Et donc s'il détecte quelque chose de suspect, il y a 3 possibilités. Les 2 principales, c'est la journalisation et le blocage. Mais ça arrive parfois aussi qu'il envoie de fausses informations pour tromper l'attaquant. Donc ici, c'est un petit schéma simplifié d'un agent EDR sur lequel je vais me baser sur la suite. Donc ici, on a le composant principal, du coup l'agent, on va dire un peu le cerveau ici. Il va baser ses détections, il va sonder à la fois l'image, donc c'est le fichier en lui-même sur votre disque, et le process du coup qui est en fait quand on exécute l'image, du coup il y a un process qui est créé, et donc ces 2 choses vont être surveillées par l'EDR. Ici on a 3 sources, 3 sondes différentes, 3 sources. Le premier c'est l'analyse statique, donc il va analyser à la fois les signatures, mais aussi des endroits arbitraires dans la mémoire pour voir s'il peut y détecter du code malveillant. Ensuite, à droite, ici, on a la partie sur laquelle on va se concentrer juste après, qui est en fait la DLL de hooking, qui va être injectée dans notre process pour intercepter les différents appels API et renvoyer donc, du coup, cette télémétrie à l'agent. Et le dernier, donc, du coup, c'est le driver côté kernel, qui ici va avoir 2 rôles. Le premier, en fait, c'est lui qui va réaliser l'injection de la DLL dans nos process, dans la DLL de hooking dans notre process. Et la deuxième chose, c'est qu'il va récupérer des télémétries kernel. Donc Microsoft fournit des informations dans le kernel pour les drivers sur ce qui se passe dans le système. Et le DR va utiliser ça pour avoir des données supplémentaires pour détecter. Donc ici, c'est un schéma un peu plus complet sur les différents composants de l'EDR. Donc par rapport à avant, on a un mini-filtre en plus, qu'on appelle un mini-filtre. C'est un type de driver particulier sur Windows qui permet de surveiller en fait les communications I/O qui sont effectuées, donc typiquement les interactions avec le système de fichiers. Il va aussi aller chercher tous les événements ETW, donc ça veut dire ETW, c'est pour Event Tracing for Windows. C'est une source de log sur toutes les applications liées à Microsoft et aussi des applications tierces. Donc ça, on l'a vu juste avant. Et ici, on en a 2 autres qui sont juste là. Donc c'est le filtre réseau qui va aller surveiller la stack réseau, aller surveiller ce qui se passe dans le réseau, typiquement pour aller détecter du beaconing par exemple. Et le dernier, c'est l'ELAM, le service ELAM. Donc ELAM, c'est pour Early Launch Anti-Malware. Et c'est un mécanisme c'est une fonctionnalité qui est proposée par Microsoft pour les antivirus, pour leur permettre en fait de démarrer en priorité, que le service démarre en priorité. C'est pour qu'ils puissent surveiller en fait
l'initialisation des autres services de démarrage. Mais également, donc, ces services-là, ces services qui bénéficient de l'ELAM, ont certains événements ETW réservés, donc on appelle des Secure Kernel ETW, et c'est un groupe assez restreint d'événements ETW sécurisés. Dernière chose à comprendre sur l'EDR, c'est voir un peu comment il fonctionne, comment il détecte, parce que c'est ce qui va nous intéresser ici pour le bypass. Il a un fonctionnement un peu hybride. Les deux types de détection principales, en fait, ça va être ce qu'on appelle les détections fragiles. Donc là, on va se baser sur des artefacts qui sont très spécifiques, comme des signatures ou par exemple des arguments en command line qui sont caractéristiques d'outils malveillants classiques. L'avantage pour cela, c'est qu'il y a peu de faux positifs, mais comme ils sont très spécifiques, ils sont aussi assez faciles à contourner. Et ils ne se généralisent pas bien sur d'autres samples. La deuxième, c'est les détections robustes. Donc là, cette fois-ci, on va essayer de détecter un peu plus des comportements, une série d'événements, pour identifier des techniques classiques utilisées par les attaquants. Donc là, on a plus de faux positifs par rapport à avant, mais c'est plus difficile pour les attaquants à contourner et ça se généralise mieux sur un ensemble de samples malveillants. Donc pour la détection en fait, de l'EDR, on va la voir un peu comme un système de score à points avec un indice de suspicion. Donc quand vous allez réaliser avec votre malware en fait, ou un programme classique en fait, des actions, il va déterminer si ces actions ont l'air anormales, sont étranges, suspectes. Il va établir un espèce de score avec tout ça. Et en fait, si vous dépassez un certain seuil, il va réaliser donc, les actions qui sont prédéfinies par sa configuration, donc typiquement loguer, bloquer, ce genre de choses. Donc en fait ici le but, ça va être de réduire au minimum le score qu'on va avoir avec notre process pour éviter de dépasser ce seuil limite. Mais bon, le mode de fonctionnement en fait, des EDR reste assez opaque et ça dépend d'énormément de paramètres. Ça dépend de nombreux facteurs comme quel EDR vous avez en face parce qu'ils ne sont pas tous aussi performants les uns que les autres. Mais ça va aussi beaucoup dépendre de votre environnement parce que l'EDR généralement a du machine learning, il va s'adapter à votre environnement, mais aussi de la configuration qui a été faite sur l'EDR. Donc là, je vais faire quelques petits rappels sur l'architecture Windows. En fait, on va le séparer en deux, donc le côté utilisateur et le côté kernel. Pour le côté utilisateur, vous allez interagir avec Windows principalement avec les API Windows haut niveau, donc ce qu'on appelle les WinAPI. Donc là, il y a quelques exemples ici, donc kernel 32, user 32, des DLL que vous avez l'habitude de voir. On a ensuite les API Windows bas niveau, donc avec NTDLL. Donc toutes les API haut niveau en fait reposent sur NTDLL. Et en fait les API bas niveau, ces API natives en fait c'est des wrappers de syscall qui sont utilisés en fait pour transitionner de user mode à kernel. Et on va associer à chacun des syscalls ce qu'on appelle un SSN, donc c'est un identifiant. SSN c'est pour Syscall Service Number. Et ça va être utilisé, en fait, on va le transmettre au kernel pour que le kernel puisse identifier en fait, quelle fonction il a exécutée. Donc là, je vais vous montrer pourquoi on appelle ça en fait, des wrappers de syscall. Donc en fait, ils suivent tous le même modèle, en fait, les API natives. Donc vous pouvez les repérer parce qu'elles commencent par NT ou ZW. En fait, elles suivent toujours ce modèle-là. Donc on va avoir un move RCX R10. Ici, c'est une partie assez intéressante parce qu'en fait, on va préparer. Donc là, en bleu ici, la valeur 3B, c'est en fait le SSN, l'idée de notre syscall. Donc ici, c'est le SSN de NT Clear Event. On va le mettre dans l'accumulateur et on va appeler l'instruction syscall qui va faire la transition du coup dans le côté kernel. Et après, côté kernel, ce n'est pas accessible directement aux utilisateurs. On a certaines API qui sont disponibles dans le kernel, qui sont disponibles pour les différents drivers qui sont installés, qui permettent d'avoir une certaine télémétrie sur ce qui est en train de se passer dans le système, qui est d'ailleurs utilisé par les EDR.
Mais les actions qui sont possibles dans le kernel pour un driver, elles sont assez limitées côté, pour du Windows. C'est dû à ce qu'on appelle kernel patch protection, qui est aussi appelé PatchGuard. Donc en fait, c'est un mécanisme de protection qui est mis en place par Microsoft pour empêcher la modification des structures critiques qui sont présentes dans le noyau. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous changez une de ces structures critiques, si vous les altérez, il y a des checks qui sont faits régulièrement et si un changement a été détecté, on va avoir un blue screen et donc du coup, le système va s'arrêter. Donc ça, c'est un petit résumé en fait, de ce qui se passe quand vous utilisez une API sous Windows. Donc là, j'ai pris l'exemple, donc ici c'est l'exemple de Notepad. Pour une création de fichier. Donc typiquement, quand vous allez créer un fichier, l'API haut niveau qui va être utilisée, donc la WinAPI qui va être utilisée, c'est CreateFile A, qui est disponible du coup dans kernel 32. Cette API haut niveau, en fait, elle-même va appeler l'API native en préparant donc, les arguments comme il faut. Ensuite, donc, cette API native qui est présente dans NTDLL. Cette API native en fait, va juste préparer l'idée du syscall dans l'accumulateur, faire le syscall et on va passer côté kernel pour effectuer les actions qu'on avait demandées. Donc là, j'ai passé à une partie où je vais vous expliquer un peu comment l'EDR utilise le hooking d'API pour contribuer à sa télémétrie et obtenir des données sur ce qui se passe sur le système qu'il est en train de surveiller. Donc on va en fait s'intéresser à la partie rouge ici sur le schéma. Et donc ça, c'est typiquement ce qui va se passer quand un EDR va hooker une des API. Donc en fait, il faut voir les hooks comme une redirection d'exécution. Et ce que votre EDR va vouloir faire, c'est intercepter votre appel API pour aller un peu observer ce que vous avez essayé de faire, donc les arguments, tout ce genre de choses. Donc il le fait en fait en remplaçant la fonction donc, surveiller, ici c'est create remote thread. Il va placer un jump qui va sauter en fait dans sa DLL, faire différentes actions comme vérification d'arguments, ce genre de choses. Et quand il a fini de faire ses vérifications, donc deux choses, soit il va vous bloquer votre exécution va être interrompue parce que le DR a détecté quelque chose, soit sinon il va continuer en fait l'exécution en rebasculant dans la DLL initiale, donc ici c'est kernel 32, et continuer ce qui se serait passé habituellement. Ici c'est une petite slide pour vous montrer comment repérer en fait un hook dans une API native. Donc comme je vous ai dit, en fait c'est tous elles sont tous faits sur un même template en fait, donc c'est assez facile à repérer. Donc ici on a trois API différentes, trois API natives différentes. Les deux premières donc, suivent exactement en fait, le pattern qu'on avait vu. Donc c'est move donc RCX, R10, on a le SSN ici dans l'accumulateur, le syscall et le return. Et ce qu'on peut voir ici sur l'API du milieu, c'est que tout ça a été remplacé par un jump. Et donc ça c'est du coup le hook en lui-même. Et ce qu'il va permettre de faire, c'est il va aller sauter dans la DLL de l'EDR et il y a toutes les vérifications dont j'ai parlé juste avant qui vont être effectuées. Donc il y a trois catégories de techniques principales en fait, pour contrer ces hooks côté utilisateur. Il y a trois façons de voir les choses. Soit on va les contourner complètement les hooks. Donc ça va être tout ce qui est technique de syscall direct et indirect que je vais présenter juste après. Mais sinon, il y a deux autres façons de voir les choses, deux autres catégories. La première, c'est de retirer les hooks, donc on appelle le unhooking. C'est que, comme on a vu que les API natives sont un peu toutes faites de la même façon, on sait exactement comment on doit faire cette API native. Donc en fait, on va aller dans notre malware, regarder notre implémentation, enfin notre NTDLL dans notre mémoire, et on va aller repatcher ce qui avait été déjà patché par l'EDR pour remettre du coup la fonction initiale. Donc là, un exemple de technique ici, c'est Pirun-Svart, mais il en existe d'autres. Et la deuxième façon, une autre catégorie, c'est d'empêcher complètement en fait, les hooks de s'établir. Donc ici, je connais une méthode qui était plus utilisée en fait, il y a quelques années. Maintenant, c'est plus vraiment d'actualité. Parce qu'en fait, il y avait donc, ça s'appelle Binary Signature Policy. C'est qu'en fait, il y avait une façon de démarrer un process Windows avec un certain paramètre
pour en fait pour empêcher que des process que des DLL non signés par Microsoft puissent être injectés dans notre process. Ce qui fait que si votre ODR en fait, n'avait pas fait signer sa DLL de hooking par Microsoft, ben, en fait, elle ne pouvait pas s'injecter dans votre process et du coup, elle voyait rien. Mais bon, cette technique ne marche plus vraiment parce que en fait, les EDR que vous allez voir principalement, les EDR assez mainstream, ils ont tous une DLL de hooking qui est signée par Microsoft quand ils en utilisent. Donc, c'est plus vraiment d'actualité. Pour l'histoire, c'était la fonctionnalité bloc DLL, je crois que ça s'appelait, sur Cobalt Strike. Donc là, je vais faire associer un petit focus sur les syscalls directs et indirects, donc pour contourner, comme on a dit, contourner les hooks. En fait, comme les API natifs, c'est des wrappers de syscall et qui suivent toujours le même pattern, ce qu'on va faire, c'est qu'à la place d'utiliser les API natives de NTDLL qui ont été initialisées dans notre process et qui ont été hookées par l'EDR, on va refaire en fait une implémentation de ces fonctions complètement dans notre projet. Et en fait, on va complètement éviter d'utiliser les API Windows et les API natives de NTDLL. Et on va interagir directement nous-mêmes, effectuer directement nous-mêmes ces appels système. Donc, ici, donc, je vais vous présenter donc, le syscall direct. C'est là où en fait, on va tout réimplémenter dans notre code source. Donc ici, on a le malware juste là. Et ici, c'est le workflow c'est ce qui se serait passé si on aurait voulu créer un fichier à l'aide des API Windows. Ici, en fait, on va réimplémenter en fait, nt-create-file ici, l'API native, directement dans notre malware. Ce qui va faire qu'en fait, même si un hook a été placé sur une de ces DLL, en fait, nous, on va directement faire l'appel système. Donc, on va complètement éviter cette redirection qui se serait passée dans l'EDR. Et du coup, l'EDR ne verra pas en fait, les différentes, les différents arguments ou ce qu'on essaie de faire avec notre API, avec notre appel API. Donc ici, c'est expérimentalement, c'est une petite mise en situation pour voir un peu comment ça se serait passé, comment ça se passerait côté de l'EDR. Donc ici, j'ai utilisé une application qui s'appelle API Monitor qui permet justement de se hooker sur différentes API pour voir ce qui se passe et pour un peu inspecter ce qui est en train de se passer. Ici, je me mets dans le cas où notre malware, par exemple, ce serait un loader de shellcode. Typiquement, quand on fait un loader de shellcode, ce qu'on va vouloir faire, c'est donc on a un shellcode qui est quelque part par exemple dans notre header. On va aller allouer une zone mémoire, on va mettre notre shellcode dedans. Ensuite, on va changer la protection de la mémoire pour qu'on puisse exécuter cette partie de la mémoire. Et ensuite, on va exécuter. Donc ici, je me suis particulièrement concentré sur cet appel, donc NT Protect Virtual Memory, pour changer la protection de la mémoire. Et donc ici, côté gauche, c'est ce qu'on verrait en fait si on utilisait directement les API Windows et qu'on n'utilisait pas de syscall direct. En fait, on peut voir toutes les informations à laquelle l'EDR aurait accès. Donc, notamment, donc on a l'ancienne protection et la nouvelle protection. Donc ici, on voit que en fait, j'avais une page qui était en read-write, que j'essaye maintenant de la passer en execute-read. Donc, je vais probablement aller exécuter quelque chose à cet endroit-là. Et on a l'adresse de base que j'essaie de protéger. Et donc, un EDR pour aller chercher, aller voir dans cette zone de mémoire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, aller inspecter et potentiellement trouver notre shellcode malveillant. Ici, c'est ce qui se passe côté hooking. Si on utilise des syscalls directs, en fait, comme on n'utilise pas du tout la fonction NT Protect Virtual Memory de NTDLL qui a été hookée, en fait, le DR ne verra absolument rien passer. Et si on va un peu plus loin dans l'analyse, donc là, cette fois-ci, on va analyser le call stack pour comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Donc ici, toujours à gauche, c'est ce qui serait passé avec des WinAPI, donc sans syscall. Alors, la fonction en elle-même n'est pas importante à voir. Ce qui est important à voir ici, c'est qu'en fait, on part de l'application, donc mon loader, que je remonte ensuite, je fais un appel à une API haut niveau, donc ici dans kernelbase.dll, qui va elle-même appeler une API native, donc du coup dans NTDLL, et ensuite on a une transition qui est faite dans le kernel, donc on peut le voir parce qu'on a l'application NTO skrnl.exe, et donc ici en fait c'est qu'on est côté kernel. Ici, ce qui se passe quand on fait un syscall,
c'est que du coup, on est passé directement de l'application au kernel. Donc en fait, la transition s'est faite depuis notre application. Alors ça, c'est assez intéressant à voir parce qu'en fait, c'est des IOC qui sont très spécifiques au syscall direct. Donc ici, on peut en remonter au moins deux principales. La première, c'est qu'en fait, on va avoir des instructions syscall qui seront présentes dans notre code assembleur, ce qui n'est déjà pas censé arriver pour une application classique, une application bienveillante. La deuxième, c'est qu'en fait, l'analyse du call stack, ce qu'elle va révéler, c'est qu'on a fait une transition au kernel directement depuis notre application, ce qui sous-entend du coup qu'on n'a pas utilisé les API natives et que c'est assez suspect et généralement les EDR vont flaguer ça assez vite. Donc ça ne serait pas important s'il n'y avait que du hooking en fait, de DLL, mais quand on fait ce genre de bypass côté EDR, il faut toujours garder en tête que même si on est en train de se concentrer actuellement sur un composant, on a les autres composants qui sont toujours là. Donc ici, le driver kernel et le scanner statique. Et que en fait, une technique qui serait efficace pour contourner un des composants peut augmenter le risque de vous faire détecter par les autres composants. Donc ici, on a deux choses. Le scanner statique, en fait, il peut scanner votre fichier, votre exécutable, voir en fait les instructions syscall dans l'assembleur et se dire que ce n'est pas normal. Deuxième chose, le driver kernel, il a accès à ce call stack. Il va pouvoir identifier qu'il y a une transition qui a été faite en dehors de NTDLL et il va flaguer ça directement et vous allez a priori vous faire stopper par l'EDR. Donc on va utiliser une méthode un peu plus discrète pour pallier à tous ces problèmes. Et on va appeler ça, donc en fait cette technique-là s'appelle des syscall indirects. C'est la même idée de base que les syscall directs. On va réimplémenter les API natives, sauf que cette fois-ci, au lieu de tout réimplémenter et d'utiliser un syscall dans notre code, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressauter dans NTDLL, dans l'API native, juste à la fin pour que l'instruction syscall ait été exécutée par NTDLL. Comme ça, en fait, on va passer après le hook, mais le syscall aura été fait par NTDLL. Donc ici, ça ressemblerait. Donc ici, par rapport à avant, ce qui a changé, c'est qu'on a toujours la même préparation du SSN, de l'idée du syscall, mais on va sauter directement dans NTDLL, dans l'API native, et on va particulièrement sauter à l'endroit où il y a le syscall, donc après les hooks qui ont été placés, et on va du coup faire la transition dans le kernel à cet endroit-là. Et ici, on peut voir un peu l'effet que ça a sur le call stack. Toujours à gauche, ce qui se passe avec les WinAPI. Donc on a toujours application, API haut niveau, API bas niveau, kernel. Chez nous, ici, en syscall indirect, on va avoir application, API bas niveau, API native, et kernel. Donc cette fois-ci, en fait, on n'est pas passé, comme c'est passé juste avant avec les syscall directs, on n'est pas passé directement de l'application au kernel. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour les autres composants? De 1, on n'a plus d'instructions syscall en fait, dans notre implémentation, parce que comme on va utiliser les syscall de NTDLL, ces instructions ne sont plus présentes dans notre code, et le scanner statique ne va plus pouvoir nous détecter à cause de ça. Deuxième chose, comme la transition entre kernel et entre user mode et kernel va se faire dans NTDLL, ce sera beaucoup moins suspect pour les drivers kernel qui seraient présents pour les EDR, et du coup ça va réduire en fait notre risque de nous faire bloquer. Donc il faut quand même garder en tête que ça reste un IOC qui est présent, donc cette utilisation directe des API natives, parce que c'est assez peu fréquent que des applications bienveillantes utilisent directement les API natives, mais c'est pas impossible, ça arrive. Déjà les antivirus le font, vous allez avoir des applications un peu particulières, type les debuggers qui vont utiliser directement les API natives, ou certaines applications qui sont très à cheval sur la performance vont préférer utiliser directement les API natives plutôt que les API au niveau Windows. Et ici, donc, je vous ai mis en fait une petite capture d'écran. C'est un exemple d'alerte qui est relevé par Elastic EDR, qui est normalement l'EDR que j'utilise pour faire mes tests et tous ces tests de détection. Et en fait, on voit que parmi les comportements qui relèvent, il voit bien en fait, qu'on utilise directement les API natives. Et donc, même si ce n'est pas suffisant de ce que j'ai testé pour se faire arrêter directement
pour que l'exécution soit arrêtée. Ça fait quand même partie des comportements qu'il va vérifier. Et donc, ça a quand même fait monter, on va dire, notre indice de suspicion. Ici, donc, je ne m'étais pas fait arrêter à ce moment-là à cause de ça particulièrement, c'était autre chose, mais juste voilà, ça faisait partie des choses qu'il avait relevées dans mon malware. Donc pour la dernière partie, donc je vais vous expliquer comment en fait techniquement mettre en place cette technique en fait pour vos implémentations, vos malwares maison. Donc il y a une difficulté ici en fait, c'est qu'il faut connaître les SSN. Et comme Microsoft a l'habitude de faire des trucs assez amusants, ils se sont dit qu'ils allaient changer les identifiants selon la version et parfois même selon le build de Windows. Ce qui est fait qu'en fait, vous ne pouvez pas hardcoder généralement les SSN puisque vous pouvez avoir des problèmes de compatibilité d'une version à l'autre en fait, de Windows. Donc heureusement, en fait, il y a plusieurs méthodes qui existent. L'idée ici, ça va être de les parser dynamiquement. Ici, je vous ai mis des exemples de techniques. Donc ElseGate, AllowsGate et FreshyCalls. Donc c'est 3 techniques différentes pour aller récupérer dynamiquement les SSN. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus cette fois-ci. Mais si vous voulez implémenter ce genre de choses dans vos malwares, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser en fait, directement SysWhispers 3. Donc c'est un projet en fait open source fait par ClaseVirus. Enfin, il a repris un autre projet avant, mais ça a été modifié en tout cas par ClaseVirus. Et en fait, ce projet-là va vous permettre de générer des fichiers C et assembleurs avec les implémentations des API natifs, hein, des syscalls directs et indirects, de syscall, et il vous permet également en fait, de choisir le type de syscall que vous voulez, donc si vous voulez des syscalls directs ou indirects. Il récupère dynamiquement les SSN lors de l'exécution de votre malware, et donc du coup vous n'aurez pas de problème de compatibilité. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions.